L'EPR est un engin beaucoup trop compliqué, quasi inconstructible. La reine est une monstruosité. Et me dis, enfin Nicolas, tu as pas vu Fukushima? N'allons pas attendre l'an 2020 pour assurer notre indépendance énergétique. Aujourd'hui, nous allons parler du nucléaire dans la politique. L'année dernière, le début de la guerre en Ukraine a fait craindre des pénuries de gaz, ce qui entraîne une forte augmentation des prix du gaz et de l'électricité. L'énergie est donc entrée au cœur de l'actualité et du côté de l'Assemblée nationale, une commission d'enquête parlementaire a été mise en place afin d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Alors c'est un nom un peu pompeux, mais l'intérêt c'est qu'une cinquantaine de politiques et d'experts ont été interrogés successivement et ont pu donner leur avis sur la transition énergétique, sur l'industrie et surtout sur les règles européennes et sur le nucléaire. Et fait remarquable, 2 anciens présidents de la République française ont été auditionnés, et ils sont même allés chercher Lionel Jospin, qui a pourtant quitté la vie politique depuis plus de 20 ans. La préparation de votre audition m'a conduit à redécouvrir le passé, ce qui n'a pas été déplaisant, et m'a obligé à beaucoup travailler, ce qui, à mon âge, est peut-être salutaire. Ne voyez dans cette dernière phrase aucune allusion au dossier des retraites, sur lequel, naturellement, je ne m'exprimerai pas. Puisqu'on trouve déjà de très nombreuses vidéos techniques sur le nucléaire, je vais profiter du contenu de ces commissions d'enquête pour vous proposer un historique politique sur le nucléaire en France, car c'est le sujet du moment. Notre parc nucléaire a déjà 40 ans, et d'ici 2050, l'essentiel de nos réacteurs arriveront en fin de vie. Et dans le même temps, notre consommation électrique devrait augmenter, car l'électricité va se substituer aux énergies fossiles dans les transports, l'industrie et pour le chauffage des logements. Des décisions politiques fortes doivent donc être prises rapidement pour l'avenir de notre électricité. Dans cette vidéo, on va commencer par un peu d'histoire, puis on parlera de l'avenir du nucléaire, et on finira par des extraits de la commission d'enquête que j'ai trouvé amusants. Le général de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la République, crée par ordonnance le commissariat à l'énergie atomique. L'histoire du nucléaire français commence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale grâce à 2 événements majeurs, l'un venant de la droite, l'autre de la gauche. À droite, le général de Gaulle a vu dans les 2 bombes Hiroshima et Nagasaki la puissance du nucléaire et l'importance que ça pouvait avoir dans la géopolitique. Il fonda le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. À gauche, le Conseil national de la résistance, essentiellement communiste, a mis en place le programme sur lequel il s'était mis d'accord dès 1944, à savoir une nationalisation des moyens de production, et en particulier l'électricité et le gaz. C'est ainsi qu'est né le monopole public EDF. Dans les années 50 et 60, le CEA puis EDF construisent des réacteurs nucléaires fonctionnant à l'uranium naturel, modéré au graphite et refroidi au gaz, enfin bref, une technologie qui n'est plus utilisée aujourd'hui, mais qui permettait de produire du plutonium de qualité militaire. En 1969, le président d'EDF annonce que les futurs réacteurs nucléaires utiliseront une autre technologie, une technologie américaine, les réacteurs à eau pressurisée que nous utilisons aujourd'hui. Alors c'est pas sympa pour le CEA qui bossait sur la technologie concurrente depuis plus de 20 ans. Mais le besoin du moment, c'était de produire massivement de l'électricité, et cette technologie permettait de construire des réacteurs plus sûrs, plus puissants et moins chers que ceux inventés par le CEA. Et plus de 50 ans plus tard, on peut reconnaître que c'était une excellente décision. EDF a fait le choix de prendre une technologie existante et pour laquelle il y avait déjà des dizaines de réacteurs qui fonctionnaient aux États-Unis. Et la grande réussite, qui est une réussite de politique industrielle, la France a réussi, pendant cette période, à franciser ce qui était une licence américaine. EDF a donc tout de suite démarré plusieurs constructions, à commencer par Fessenheim, qui fut la première centrale de cette technologie à être construite, et la seule à avoir été arrêtée définitivement en 2020. En 1973, ce sont les premiers chocs pétroliers. Les pays membres de l'OPEP se sont mis d'accord pour réduire leurs exportations de pétrole, et pour la première fois, la demande est devenue significativement supérieure à l'offre, et les prix ont explosé. Alors déjà à l'époque, on a demandé aux Français de faire des efforts de sobriété. Il fallait aussi agir à long terme sur notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Ainsi, en 1974, le gouvernement annonce l'accélération du programme nucléaire avec la construction de 13 nouveaux réacteurs en parallèle. Bon alors, moins d'1 mois après l'annonce du gouvernement,
le président Georges Pompidou décède d'un cancer et de nouvelles élections présidentielles sont organisées. C'est Valéry Giscard d'Estaing, du centre droit, qui remporte la présidentielle et il poursuit et accélère encore la politique nucléaire, si bien qu'en 1981, à la fin de son septennat, une trentaine de réacteurs sont en cours de construction. Alors 1981, c'est une date clé en France. C'est l'arrivée de la gauche de François Mitterrand, avec l'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans et de nombreuses nationalisations. Mais s'agissant du nucléaire, quel était l'avis de la gauche à cette époque? Pendant le débat présidentiel de 1981, Valéry Giscard d'Estaing était très fier de son programme nucléaire. Il a essayé à 3 reprises d'aborder le sujet. Voici la question qu'il pose à François Mitterrand. J'ai demandé à M. Mitterrand pourquoi veut-il interrompre le programme électronucléaire français exactement là où je l'ai conduit. Bon, je raccourcis un peu, mais voici la réponse de François Mitterrand. Vous misez sur ce que l'on appelle le tout nucléaire, vous mettez tous les œufs dans le même panier, pas moi. Moi, je pense qu'il est possible de diversifier davantage les ressources énergétiques. Je pense qu'il est possible de réveiller plus que vous ne le faites le charbon. Oh non, il met en avant le charbon. Bon alors juste après, il met aussi en avant les énergies renouvelables non polluantes et les économies d'énergie. Puis il indique vouloir finir les constructions de réacteurs en cours, mais pas en démarrer des nouvelles. Et après... Surtout lorsque je sais, et vous le savez sans doute comme moi, que les technologies du nucléaire sont très changeantes. Vous savez très bien que l'on commence à débattre simplement à distance d'une génération du problème de la fusion des atomes d'hydrogène et que l'on ne s'en tiendra plus d'ici peu de temps au problème de la fission. Oui, il pensait à l'époque que la fusion nucléaire allait rapidement remplacer la fission. Et 42 ans plus tard, on est à peine plus avancé sur le sujet. Mais c'est les années 80, le monde changeait super vite et on avait une grosse confiance dans l'avenir. Alors vous avez parlé de la fusion des atomes d'hydrogène. Vous savez très bien que ce n'est pas avant l'an 2020 que cela peut devenir industriel. Nous sommes en 1981. Nous n'allons pas attendre l'an 2020 pour assurer notre indépendance énergétique. Bon, ça c'est les discours, mais qu'en est-il des faits? Dans les tout premiers jours de son mandat de président, François Mitterrand annule le projet de construction d'une centrale nucléaire en Bretagne. Globalement, le peuple de France n'était pas spécialement anti-nucléaire à l'époque, mais une petite région bretonne résistait encore et toujours à l'envahisseur. Et aujourd'hui encore, la Bretagne n'a aucune centrale nucléaire sur son territoire, ce qui fait qu'elle importe 80% de l'électricité qu'elle consomme. Hormis ce projet nucléaire, François Mitterrand n'a arrêté aucun projet nucléaire, et il a même démarré de nouvelles constructions au cours de ses 2 mandats. Et pourtant, en 1986, c'est la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le plus grave accident nucléaire que le monde ait connu, avec un nuage radioactif qui s'est baladé un peu partout en Europe. Beaucoup à cette époque ont accusé le gouvernement d'avoir affirmé que le nuage s'était arrêté à la frontière. Voici donc le bulletin météo qui fait tant débat. L'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Alors très joli panneau stop, mais ça n'a pas arrêté le nuage, et quelques jours plus tard, un niveau anormalement élevé de radioactivité est détectable en France, même si ça reste très inférieur à ce qui pourrait avoir un effet sur la santé. De façon générale, beaucoup ont accusé le gouvernement d'avoir menti aux Français, et même si les différents procès prouvent le contraire, le mal était fait. Et aujourd'hui encore, trop de gens pensent que l'on a caché la vérité s'agissant des retombées radioactives. Alors on aurait pu s'attendre à ce que ça ait un impact sur la politique nucléaire française. Eh bien non. Et en 1988, François Mitterrand affronte Jacques Chirac au second tour de la présidentielle, et le nucléaire n'est même pas évoqué. Tout simplement parce que les 2 candidats étaient parfaitement d'accord sur le sujet. François Mitterrand avait réussi à construire une forme de consensus autour du nucléaire. Ah, j'ignorais. On passe à 1995. François Mitterrand a 78 ans, et après 14 ans de présidence, il ne se présente pas pour un 3e septennat. Le parc nucléaire fonctionne bien, plus que 4 réacteurs sont en cours de construction. Ce sont des réacteurs plus puissants, ils sont un peu plus loin à construire. Jacques Chirac succède à François Mitterrand à la présidence de la France, mais il ne dissout pas l'Assemblée car il disposait déjà d'une courte majorité au Parlement. Mais 2 ans plus tard, sa majorité s'essouffle et il dissout l'Assemblée nationale en 1997. Et il a bien raté son coup puisque, contre toute attente, la gauche arrive à s'unir et à remporter ces législatives. Lionel Jospin est nommé Premier ministre et il forme un gouvernement avec sa gauche plurielle
composé de socialistes, de communistes et d'écologistes. Et l'une des premières mesures du contrat de législature qu'il engageait fut la fermeture de Superphénix. Alors Superphénix, c'est un réacteur à neutrons rapides, un réacteur surgénérateur, un réacteur qu'on qualifie aujourd'hui comme étant de 4e génération, alors qu'à l'époque, la construction de la 3e génération n'avait même pas encore commencé. Superphénix utilisait une technologie différente des réacteurs à eau pressurisée dont on parle depuis tout à l'heure, et je vais laisser Nicolas Sarkozy présenter son fonctionnement. Je crois que c'est l'uranium 138 ou 158, 138, qui est produit par nos centrales et qui, semble-t-il, on pourrait le réutiliser. Bon, alors pour faire simple, l'uranium naturel contient 0,7% d'uranium-235 et le reste c'est de l'uranium-238. Sauf que seul l'uranium-235 est fissile, c'est-à-dire qu'on peut le fragmenter en lui envoyant un neutron, ce qui génère de l'énergie. Dans nos réacteurs à eau pressurisée, on consomme donc surtout l'uranium-235 et l'uranium-238 est entreposé pour un usage futur. Dans un réacteur surgénérateur, comme Superphénix, on est capable de consommer l'uranium-238 car on peut le transformer en plutonium-239 qui est fissile, comme l'uranium-235. Enfin bref, avec nos réacteurs à eau pressurisée, on a accumulé énormément d'uranium-238 et cette matière pourrait nous permettre de produire de l'énergie pendant des centaines d'années dans des réacteurs à neutrons rapides. Alors la France a eu une avance considérable dans cette technologie. Dans les années 60, la France avait construit le réacteur Rhapsody. Dans les années 70, le réacteur Phénix. Puis dans les années 80, la France s'était alliée avec l'Allemagne et l'Italie pour construire le réacteur Superphénix. Alors le chantier fut long, les débuts furent difficiles. Même si on n'a jamais eu de problèmes graves ou de fuites radioactives, on a quand même eu des fuites de sodium qui ont été récupérées par les collecteurs. Et on a même eu le toit de la salle des turbines qui s'est effondré sous le poids de la neige en décembre 1990. Alors, aucun impact sur la sûreté, mais malgré tout ça la fout mal. Surtout quand des antinucléaires seront là à guetter le moins de problèmes pour attaquer la filière. Et ces petits soucis ont fait de ce réacteur le mouton noir du nucléaire français. Le réacteur a donc été arrêté pour des raisons politiques. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a justement été arrêté quand tous les problèmes étaient résolus et qu'il tournait à son maximum. Il n'y avait plus aucune raison technique de l'arrêter. Et pour vous prouver que c'était purement politique, je vais vous citer une autre commission d'enquête datant de 1998. Cette décision doit protéger nos choix nucléaires de critiques infondées. Avec la fermeture de Superphénix, les opposants à l'atome civil vont perdre une cible de choix. Et aujourd'hui encore, 25 ans plus tard, Lionel Jospin assume tout à fait le caractère politique de cette décision. À ceux qui ont dit que ce choix était strictement politique, je répondrai ceci. En annonçant cette intention dans l'accord signé avec les Verts, nous avons informé dûment l'opinion avant les législatives et les électeurs ont fait leur choix. Donc on a fermé Superphénix, et du coup les antinucléaires ont perdu leur cible privilégiée. Et c'est vrai que durant les 14 années qui ont suivi, leur discours a eu une portée politique plus limitée. Donc il y avait un noyau dur antinucléaire. Mais en même temps, il y avait un consensus dans l'opinion publique. Et c'est vrai que lorsque le nucléaire est évoqué dans le débat présidentiel de 2007, on voit que ni Ségolène Royal ni Nicolas Sarkozy ne se sont vraiment préparés sur le sujet. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire. Alors de combien est-il ? Nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, non, madame. 17% non, ce n'est seulement. pas exact. Pour ceux qui se posent la question, c'est 78%, la part du nucléaire dans la production électrique française en 2007. Dans la suite de ce débat, Nicolas Sarkozy défend l'EPR, tandis que Ségolène Royal considère qu'il faut plutôt lancer la 4e génération. Oui, la même technologie que le réacteur Superphénix, fermé par la gauche 10 ans plus tôt. La présidentielle est remportée par Nicolas Sarkozy et la construction du premier EPR français démarre à Flamanville, comme décidé sous le quinquennat de Jacques Chirac. L'EPR, European Pressurized Water Reactor, est le réacteur nucléaire le plus performant. C'est le moment de parler de l'EPR et de ses difficultés, qui ont été scrutées de très près par la commission d'enquête. L'EPR est un réacteur à eau pressurisée, donc comme le reste du parc français actuel. Sauf que ces plans ont été conçus en partenariat par la France et l'Allemagne. Ils devaient donc répondre aux contraintes et aux normes de chacun des deux pays. Par exemple, l'Allemagne fit une partie de ses maintenances sans éteindre le réacteur.
Ce n'est pas le cas de la France, mais l'EPR devait être compatible avec ça. Alors ensuite, l'EPR est extrêmement sûr, davantage que les autres réacteurs au moment où ils avaient été construits. Alors on a depuis augmenté la sûreté à chaque visite décennale. Mais l'EPR a en plus un récupérateur de corium, ce qui fait que même en cas de fusion du cœur, la matière tomberait dedans au lieu de s'échapper vers l'atmosphère. Ensuite, l'EPR est le réacteur le plus puissant au monde. Areva a fortement critiqué le caractère surpuissant de l'EPR. Déjà parce que ça le rend plus difficile à vendre dans des pays qui n'ont pas un aussi bon réseau électrique que la France. Mais aussi et surtout parce que plus un réacteur est puissant, plus il va être complexe à construire. On a vu précédemment que les réacteurs 1300 et 1450 MW avaient mis plus de temps à être construits que les premiers de 900 MW. Et ça fait déjà beaucoup d'éléments qui expliquent les difficultés rencontrées. Et pourtant, les 2 EPR construits en Chine fonctionnent bien désormais. Ajoutons alors le fait que les ouvriers français, contrairement aux Chinois, n'avaient pas construit de réacteur depuis 15 ans. Ajoutons aussi le fait que l'EPR de Flamanville était une tête de série, et que les premiers réacteurs d'une série sont toujours plus longs à construire que les suivants. Ajoutons enfin le fait que tous les autres réacteurs avaient été construits par paire. Quand on construit une paire de réacteurs, ça permet quand l'un des 2 chantiers est bloqué, d'avancer sur le second et d'être ainsi beaucoup plus efficace. Voilà pourquoi le seul EPR de Flamanville aura mis autant de temps à être construit que la totalité des 34 réacteurs de 900 MW. Il y avait un bateau au milieu d'un village, un gros semi-remorque coincé sur le toit d'une usine. Je continue l'historique avec Fukushima en 2011. Un séisme de magnitude 9 déclencha un tsunami de 30 mètres de haut qui fit plus de 15 000 morts. À côté de ce bilan humain très important, le tsunami a aussi touché la centrale nucléaire de Fukushima. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées, mais l'accident n'a eu aucun effet sur leur santé selon le comité scientifique des Nations Unies. Mais ce fut un cataclysme en Europe, car le Japon a immédiatement annoncé qu'il allait sortir du nucléaire. Alors ils sont depuis revenus sur leur décision, mais ce fut un signal politique très fort qui donnait raison aux opposants. L'idée que le nucléaire ne pouvait pas être maîtrisé de façon suffisamment sûre et qu'il fallait arrêter. Et dans la foulée de leur décision, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique annoncent qu'ils vont eux aussi sortir du nucléaire. Elle annonce qu'elle va fermer, si mon souvenir est exact, les 9 centrales de Bavière. Mais je lui dis, mais Angela, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Elle me dit, mais enfin Nicolas, tu as pas vu Fukushima? Mais je dis, d'où vient le tsunami en Bavière? En France, on n'annonce heureusement pas qu'on va sortir du nucléaire. Mais un second EPR était en projet. Bon, alors on en était seulement au stade de l'enquête publique, mais on a tout arrêté après Fukushima. Pour le reste, tout pouvait arriver lors de l'élection de l'année suivante, c'est-à-dire la présidentielle 2012. Il faut savoir qu'à l'époque, l'opinion publique est majoritairement favorable à une sortie progressive du nucléaire. Alors à droite, Nicolas Sarkozy se présente pour un second mandat, il n'a pas envie de sortir du nucléaire. À gauche, en revanche, un contrat de mandature est passé entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, et qui concerne entre autres le nucléaire, avec en particulier le passage de 75% à 50% de nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2025, et la fermeture progressive de 24 réacteurs, dont l'arrêt immédiat de Fessenheim. François Hollande remporte la primaire socialiste, mais il ne conserve dans ses 60 engagements qu'une partie de l'accord fait entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. La fermeture de 24 réacteurs n'est plus présente. Une fois élu président de la République, il fait écrire dans la loi que la part du nucléaire dans la production d'électricité devra passer à 50% à l'horizon 2025. Il écrit aussi dans la loi que la capacité nucléaire ne pourra pas dépasser 63,2 gigawatts, soit la capacité de l'époque. Il prévoit que la fermeture de Fessenheim aurait lieu quand l'EPR de Flamanville entrerait en production. Il faut remettre les choses dans leur contexte. En 2012, Nicolas Sarkozy pouvait se vanter d'avoir multiplié par 4 l'éolien et par presque 1000 le solaire. Quand on part de zéro, c'est facile. Mais ça donne l'illusion d'un avenir radieux avec une croissance exponentielle et des prix qui chutent. La réalité est tout autre. Les prix et les rythmes de déploiement se sont vite stabilisés. Et cette production renouvelable reste assez faible aujourd'hui. Et puis à côté de l'illusion des énergies faciles, nos objectifs climatiques n'étaient pas non plus les mêmes qu'aujourd'hui.
En 2012, nous étions encore sur l'objectif d'une division par 4 des émissions de CO2 d'ici 2050. La vision globale, c'était grossièrement qu'on allait faire baisser les émissions de CO2 dans les transports, mieux isoler les bâtiments et réduire notre consommation d'électricité. On avançait à vue, avec des projections à court terme. On a pris la décision de passer à 50% la part du nucléaire sans faire d'études d'impact. Aujourd'hui, l'engagement de la France, c'est plus une division par 4 des émissions de CO2, mais la neutralité carbone. C'est beaucoup plus difficile à atteindre. On sait désormais qu'on va devoir produire davantage d'électricité pour remplacer les énergies fossiles dans l'industrie, les transports et le chauffage des logements. Au global, on va consommer 40% d'énergie en moins, mais 40% d'électricité en plus. Et même sans doute davantage si on veut aussi faire baisser l'impact environnemental de nos importations. Car pour cela, il faut réindustrialiser le pays et ça consomme de l'électricité. Voilà, donc en 2012, on a eu l'illusion que la France allait pouvoir réduire sa production nucléaire, mais désormais, on voit que ça compliquerait quand même bien les choses. Dans ce contexte, François Hollande n'a rien fermé sur son quinquennat, il n'a fait qu'écrire des lois qui n'engagent que le gouvernement suivant, et qui n'engagent pas trop non plus d'ailleurs, puisque ces lois ont depuis été supprimées. Habile. En 2017, Emmanuel Macron, président, ne change pas grand-chose à la politique nucléaire. Il repousse juste l'objectif des 50% de nucléaire de 2025 à 2035. En 2019, il arrête le projet Astrid, qui était un projet de recherche sur la 4e génération, c'est-à-dire les réacteurs à neutrons rapides, la technologie de Superphénix. Et il ferme les 2 réacteurs de Fessenheim en 2020. Et puis fin 2021, début 2022, gros changement de discours. Emmanuel Macron veut relancer la filière nucléaire et construire 14 EPR2 ainsi que des petits réacteurs modulaires. Mais c'est quoi ces EPR2 ? Au total, la France a construit 6 EPR. Elle est allée les construire en Angleterre, en Finlande et en Chine. Et les 6 EPR ont pris du retard et explosé les budgets. L'EPR est un engin beaucoup trop compliqué, quasi inconstructible. Avec l'expérience de ces 6 EPR, on a regardé qu'est-ce qui avait posé souci sur les chantiers et on a conçu l'EPR2, la version simplifiée de l'EPR. Sur l'EPR2, on enlève déjà toutes les contraintes allemandes sans perte de sûreté. Alors on ne pourra plus faire la maintenance des systèmes de sauvegarde lorsque le réacteur est en marche, mais ça simplifie la construction. On uniformise aussi les pièces. On fait en sorte d'éviter d'avoir 400 modèles de tuyaux différents, comme sur la première version de l'EPR, et on divise même par 3 le nombre de modèles de portes différents. Bref, on simplifie ce qui peut l'être, mais pour le reste, on laisse à l'identique, pour conserver un effet de série de la version initiale de l'EPR, afin d'éviter de se retrouver avec des nouveaux problèmes. Et pour gagner en efficacité de construction, l'EPR2 sera construit par paire. Une paire d'EPR2 a déjà été commandée par l'Angleterre. En France, les 3 premières paires sont déjà planifiées, et les études sont lancées pour les 4 paires supplémentaires. D'ailleurs, le débat public sur la première paire de PR2, qui sera à Penly, est terminé. Et les documents partagés par EDF et RTE à cette occasion sont une mine d'or si vous souhaitez creuser le sujet de l'EPR2. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les petits réacteurs modulaires d'EDF. C'est un projet de réacteur nucléaire 10 fois plus petit que l'EPR, et donc très adapté pour remplacer les centrales à charbon un peu partout dans le monde. Leur petite taille leur permet d'être beaucoup plus préfabriqués en usine et ainsi de limiter la durée des chantiers et donc aussi de limiter les imprévus. En France, le scénario N3 de RTE prévoit les premières constructions dans les années 2030 pour atteindre une douzaine de paires en France en 2050. Ça y est, je crois qu'on a fait le tour de l'historique du nucléaire. J'aurais pu évoquer les réglementations européennes qui nous ont contraints à découper EDF puis à le soumettre à la concurrence, mais cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Venons-en à un petit peu d'analyse. Quand on envisage un programme nucléaire, on ne réfléchit pas à l'échelle d'un quinquennat, mais à l'échelle d'un siècle. L'EPR, c'est au moins 10 ans pour le construire, puis c'est au moins 60 ans de fonctionnement. Or, l'opinion des Français change extrêmement vite comparée à ces échelles de temps. Et lors de la commission d'enquête, tous les acteurs du nucléaire se sont plaints des stop-and-go incessants du gouvernement. Un jour le nucléaire c'est l'avenir, le lendemain il faut se préparer à fermer les centrales. Un jour EDF doit embaucher, le lendemain il doit réduire les coûts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui EDF a autant recours à la sous-traitance. Toute la filière nucléaire a besoin de stabilité.
Et dans la commission d'enquête qui a suivi la fermeture de Superphénix, la droite n'avait pas peur des mots. Pour l'intérêt national, la politique de l'énergie doit être tenue à l'écart des aléas électoraux. À l'opposé, la gauche critiquait le fait que Superphénix avait été fait à la houssarde, sans débat démocratique. C'est un vrai sujet de dissertation. La politique nucléaire doit-elle être soumise à l'aval du peuple? Je ne rentre pas dans les détails, mais il me semble que le nucléaire présente davantage de risques sur le plan politique que sur le plan technique. En tout cas sur le plan climatique, il faut décarboner notre économie au plus vite. Et sur le plan économique et géopolitique, il faut limiter au maximum notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Et c'est un défi tellement difficile qu'il me paraît dangereux de se passer du nucléaire. Nous devons aller à fond dans la sobriété, l'efficacité, les énergies renouvelables et le nucléaire. Alors ceci étant dit, quel doit être l'avenir du nucléaire en France? Sur un réacteur nucléaire, toutes les pièces se remplacent sauf la cuve. Donc l'idée c'est de continuer à entretenir nos centrales existantes tant que la cuve reste en état. Tous les 10 ans, l'Agence de sûreté nucléaire indique si un réacteur peut continuer pour 10 ans de plus. Et tant que c'est le cas, on n'a pas de raison de fermer. En attendant, il faut anticiper l'avenir, et c'est pour ça qu'on doit construire des EPR2. Ensuite, à l'échelle mondiale, il va falloir fermer des centrales à charbon. EDF doit se placer parmi les autres concurrents mondiaux, russes, américains, chinois, pour vendre son modèle de petits réacteurs modulaires. Et dans ce projet, la France devrait en construire quelques-uns sur son territoire pour gagner en légitimité avant d'en vendre à l'international. L'idée, c'est de construire ces petits réacteurs à proximité des gros sites industriels qui vont remplacer le charbon et le gaz par l'électricité. C'est le cas de la métallurgie, par exemple. Enfin, je trouve dommage que la filière des réacteurs à neutrons rapides soit absente des projets du gouvernement. Ça fait pourtant partie des 30 propositions pour les 30 prochaines années de la commission d'enquête parlementaire. Relancer la construction d'un démonstrateur de type Astrid, d'une puissance potentiellement plus modeste, pour rattraper le retard accumulé pendant 30 ans, et continuer à développer la recherche associée sur le cycle du combustible. Maintenant, j'ai un message à l'attention des groupes politiques de gauche qui sont contre le nucléaire. Si vous êtes vraiment de gauche, vous devriez défendre l'électricité nucléaire française, car c'est le modèle économique le plus anticapitaliste et le plus communiste que nous ayons. Le nucléaire français, c'est la propriété publique des moyens de production. Les centrales nucléaires appartiennent à EDF, entreprise publique. Et le minerai est extrait et enrichi par Orano, entreprise détenue à 90% par l'État. Le nucléaire, c'est l'intérêt collectif qui en profite, à travers une électricité parmi les moins chères d'Europe. Avec le nucléaire, on n'est pas écrasé par des capitalistes qui rechercheraient un profit à court terme. Le nucléaire nécessite une planification à très long terme. Mais l'idée de planification, telle qu'envisagée par Marx, ne se résume pas à la vision à long terme. Elle comprend aussi la réglementation des prix et des niveaux de production par l'État. Et le nucléaire français coïncide parfaitement avec cette définition de la planification, puisque c'est l'État qui fixe les tarifs de l'électricité nucléaire, c'est l'État qui détermine le nombre de centrales nucléaires à construire, et c'est même l'État qui choisit leur remplacement géographique. Enfin, le nucléaire, c'est surtout pas la libre concurrence. Et d'ailleurs, on le voit bien, la France a été contrainte par l'Union européenne à libéraliser son marché de l'électricité. Mais pour se mettre en conformité et avoir des concurrents, EDF est obligé de leur vendre son électricité à très bas prix, car sans ça, ils sont incapables d'être compétitifs face à lui. EDF, c'est le meilleur exemple de supériorité du monopole d'État sur la concurrence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec des extraits de la commission d'enquête, des anecdotes qui sont intéressantes dans le contexte du nucléaire. Sinon, sur le marché, on était confiants puisque nous étions convaincus que s'il y avait une ouverture du marché, c'était EDF qui allait être gagnant, puisqu'on avait les meilleurs tarifs d'Europe. Donc ça ne nous gênait pas. Par contre, toute idée qui était de subventionner les concurrents qui venaient avec la reine, je peux vous dire que quand j'en ai entendu parler, là j'ai hurlé. J'ai jamais dit, j'ai toujours dit non, la reine est une monstruosité. Monstruosité. Pourquoi on a mis la reine? C'est pas de mon temps. Hein. Quand l'idée a été évoquée, je hurlais. Je disais, oh, c'est absurde. Qu'est-ce qui justifie qu'EDF subventionne ses concurrents? Alors, je fais l'avocat de l'adverse.
la justification, c'est de dire qu'EDF a de fait un monopole en ayant le coût du nucléaire et que personne ne peut en bénéficier. Et donc que personne ne pourra jamais investir dans ce domaine. Donc la seule manière pour que les autres puissent investir, c'est qu'ils aient une partie de la rente nucléaire. Voilà la justification. Regardez, aucun de ceux qui ont bénéficié de la rente n'a investi ni dans le nucléaire, ni même dans la production. Voilà. Ou très peu. Sauf Total qui a les moyens, qui n'a pas besoin de ça pour le faire. Bon, moi qui n'ai jamais été un admirateur de Staline, des communistes, du modèle chinois et tout le reste, je vous dis, je suis pour l'ouverture à la concurrence. Je fais une parenthèse, je ne l'ai pas raconté. J'ai été en 2006, je crois, en Chine pour vendre la participation d'EDF pour développer les centrales, le Taishan et le PR. Et je rencontre le Premier ministre, qui est M. Wing Jibao. Et je lui dis, Monsieur le Premier ministre, actuellement, la Chine ne construit qu'une centrale nouvelle par an. Alors, ouais, ça. Et la Chine est un grand pays. La France, un tout petit pays. Et on en a fabriqué 5 par an. Là, il y a eu une interruption de séance. Le Premier ministre s'est tourné vers ses sbires pour savoir si ce que j'avais dit, il avait bien compris ce que j'avais dit. Vous vous rendez compte? 5 par an on construisait, et bon, c'est aujourd'hui, je ne sais même pas si on pourrait le refaire aujourd'hui. 5 par an. Je l'ai dit, je l'ai même écrit. Et des fois, je me suis demandé si, quand j'envoyais mes rapports, ça aurait vraiment changé quelque chose si je les avais envoyés reliés des deux côtés. Quand je suis allé en Grande-Bretagne, mon idée, c'était de prendre une participation minoritaire dans une société qui s'appelait British Energy, comme EDF s'appelle Électricité de France. Et donc, évidemment, quand on fait une opération comme ça, j'ai été voir le gouvernement. Donc, j'ai rencontré M. Tony Blair, à l'époque, qui était Premier ministre, et je lui ai dit, mon intention est de faire un partenariat avec British Energy. Et mon intention, et pour le faire, c'était de développer le nucléaire en Grande-Bretagne. Les autorités britanniques étaient très intéressées par le développement du nucléaire en Grande-Bretagne. Et il m'a dit, écoutez, nous, c'est incroyable, hein, le Premier ministre de Grande-Bretagne m'a dit, nous, on préfère que vous preniez le contrôle. Et quand on a pris le contrôle, j'ai été voir le Premier ministre, je lui ai demandé, est-ce que ça vous gêne qu'elle s'appelait British Energy, on va l'appeler EDF Energy? Il a dit, pas du tout, parce qu'on a confiance dans EDF. EDF, pour nous, c'est la garantie que le nucléaire sera un succès. Lorsque j'ai vu Tony Blair, il m'a dit, je suis Premier ministre, le nucléaire, c'est un projet à temps long, je vous invite à voir mon successeur, qui est M. Gordon Brown. Ils se sont passés le relais entre eux, dans le même parti. J'ai été voir M. Gordon Brown, qui m'a confirmé le soutien total du gouvernement britannique sur le projet d'EDF de développer le nucléaire en Grande-Bretagne. Et il m'a dit, je serai vous, j'irai voir l'opposition. Donc j'ai pris rendez-vous avec M. Cameron, qui était en opposition. M. Cameron m'a fait attendre 6 mois, et donc j'avais toujours pas investi, parce que je voulais être sûr de mon coup. Il m'a fait attendre 6 mois. Au bout de 6 mois, il m'a reçu. Il m'a dit, écoutez, je vous ai fait attendre 6 mois, parce qu'il y a 6 mois, je ne sais pas ce que je vous aurais dit. Aujourd'hui, je peux vous le confirmer, nous serons élus, parce que les sondages étaient favorables, et nous soutiendrons le nucléaire. Vous pouvez observer qu'après mon départ, il y a eu des alternances en Grande-Bretagne. Le soutien politique du gouvernement à EDF en Grande-Bretagne a été absolument sans faille. Le roi de Jordanie était venu à Paris, une fois de plus, il était venu déjà lors du précédent gouvernement, dire aux Français, vous devriez me vendre un réacteur nucléaire, mais je veux un 900 MW du parc existant, vous me vendez comme il est amorti, vous me l'envoyez. Puis, bon. Et quand même, le gouvernement avait dit, bah non, on peut pas, c'est pas mobile, donc on va vous construire un réacteur. Bon. Et le Premier ministre dit, bon, alors qui, la Jordanie, c'est qui? Bon, chacun regarde ses chaussures, donc je dis, c'est Gérard. Ah, vous faites un cadeau à Mestrallet, Proglio? Je dis, oui, c'est lui, la Jordanie, c'est lui. Il n'osait pas dire non. Et
Et pourquoi vous lui faites ce cadeau? Je dis parce qu'en Jordanie, il n'y a pas d'eau pour refroidir et pas d'argent pour payer. Donc autant que ce soit lui. Bon. Que finalement, le niveau de sûreté de nos installations nucléaires a progressé par rapport à celui qu'il était au moment de leur mise en service. Pourquoi? Parce que nous réalisons des réexamens périodiques tous les 10 ans et nous essayons chaque 10 ans de viser un niveau de sûreté meilleur, si c'est possible, pour pouvoir améliorer le niveau de sûreté. Donc, contrairement à ce qu'on dit, et si on fait le parallèle avec les États-Unis, par exemple, contrairement à ce que l'on dit parfois, le niveau de sûreté des installations nucléaires françaises a plutôt progressé depuis leur mise en service, grâce au réexamen et au principe de réexamen que nous avons en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis.